Bonsoir, bonjour à ceux qui regarderont le replay. Bienvenue dans ce nouveau live. Ça va être le début d'une série. Allez, parfait. Ingrid, tu es là. Hello, hello. Salut Ingrid. Ça va? Ça va et toi? T'as été ta journée? Oui, alors attends, j'ajuste un petit peu. Tac, tac. Attends, derrière, pour être sûr. Ok, c'est bon. Normalement, ça devrait être pas mal. Ok. Bon, écoute, les gens vont arriver progressivement. De toute façon, il y aura le Ouais. replay. Le replay. Voilà. Le but, c'est vraiment que déjà on prenne plaisir à discuter de ce sujet, en tout cas, qui te tient aussi Oui. à cœur. Donc, on va peut-être le représenter, enfin, je vais peut-être le représenter pour ceux qui vont arriver et ceux qui regardent le replay. Donc, le thème de ce soir, c'était d'aborder avec Ingrid, donc elle se présentera également, le thème de la résilience, en tout cas, comment dépasser des expériences négatives. Et quand j'ai fait en tout cas, cet appel micro, tu as été une des premières, en tout cas, à venir me témoigner, en tout cas, ton parcours et ton vécu par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui te parle, en tout cas, et je suis ravie. Du coup, je te laisse peut-être te présenter pour la communauté. Ok, alors est-ce que juste on nous entend bien? Ouais, Pour les deux, trois personnes qu'il y a déjà, au moins qu'on soit sûr. Toi, tu m'entends bien, ça va? ouais, t'as une Ok. bonne C'est connexion. mon premier live dans cet endroit, donc je sais pas comment ça. Si quelqu'un peut dire juste si on nous entend bien, pour être sûr, parce qu'une fois j'ai fait un live tout en décalé, donc D'accord. Ouais, bon, vaut je mieux vais s'en éviter de le refaire, tu vois. Bon, on verra. Écoute, ouais, on va voir, on va lancer la chose. c'est ça. Je me présente, donc Ingrid, je suis sophrologue sur la côte. Ok, super, merci Evelyne. Donc je suis sophrologue sur la côte depuis presque 2 ans. En août, ça fera 2 ans. Et donc je pratique, donc je fais de la sophrologie, également praticienne EFT depuis un an environ, et de la réflexologie que j'avais commencé au tout début, en même temps de mes études. Mais après, il y a eu des choses dont on parlera, où j'ai bifurqué, il y a eu un peu de naturopathie au milieu. Et puis j'ai créé mon compte Insta. Alors mon compte Insta, pour juste en dire deux mots dessus, c'est la sophrologie, l'EFT, mais c'est plus une globalité où je parle des émotions parce que je suis un être émotionnel. Non, c'est Mais vrai? ouais, je jure. Ah, Bah, les comptes ne se rencontrent pas par hasard, j'ai envie de te dire. c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et du coup, bah oui, j'ai eu envie de J'ai eu envie un petit peu de, bah justement, à travers le vécu et tout ce qui s'est passé, d'amener ma petite patte, tout en parlant, oui, sophro, etc. Mais pas que. Je parle plus de quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus. J'ai vraiment à cœur de dire il faut qu'on arrive à coexister avec nos émotions. Voilà. Donc Ok, une forme de coexistence émotionnelle. d'accord. Donc ça veut dire que déjà, par rapport à ton histoire personnelle, tu as commencé aussi à te poser des questions déjà sur ta propre existence, comment coexister avec ta sphère émotionnelle. Et j'ai aussi l'impression, en tout cas c'est l'énergie que tu m'avais donnée la première fois, Mhm. vraiment aussi de contribuer à quelque chose de plus grand et à tendre la main à l'autre avec un grand A, de part sûrement par tes expériences aussi, et, euh, et ton attrait sûrement par rapport à tout ce qui est médecine alternative finalement, puisque du coup naturopathie, il n'y a pas mieux. Commencer vraiment ton parcours à ce niveau-là, quoi. Alors, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait dévier un petit peu dans la médecine alternative, qui a fait que après, par extension, j'ai eu réellement cette envie de pouvoir. Euh, alors, on en parlera certainement, mais après avoir fait bien évidemment tout un travail, hein, parce qu'on ne fait pas ça comme ça, mais d'avoir envie d'essayer effectivement d'aider l'autre avec le grand A, comme tu dis, mais parce que par extension, j'ai toujours été le grand A naturellement déjà, je pense, par ma personnalité. Donc Mm. c'était un peu vraiment naturel finalement de le faire.
j'ai été dans une certaine partie de vie et après que j'ai aimé, hein, mais qui a été un peu, comme on en avait discuté, un peu par obligation au départ. Et petit à petit, ça s'est arrangé. Du coup, j'ai eu envie de basculer, quoi. Donc, Mhm. voilà. D'accord. Oui, on va rentrer un petit peu plus du coup dans le parcours Mais et dans oui. le thème, parce que l'idée, en tout cas, de ces lives, en tout cas que j'organise là pour le courant de l'été, c'est justement voilà de faire partager des expériences communes et surtout aussi de donner à la communauté finalement des outils, parce que souvent ça c'est des questions qui viennent souvent, tu vois, ok très bien, tout ça c'est bien beau, mais comment on s'en sort quoi? Donc alors Et est-ce qu'on s'en sort? C'est souvent ça aussi, les questions qui reviennent, parce que les personnes souvent arrivent en mode alarme et c'est vraiment, j'y arrive plus, quoi. Donc, c'est ça. Donc vraiment, le but, c'est, tu vois, de donner, de par ton témoignage, le mien en extension, comme tu carrément. en tout cas, de donner des outils pour que voilà, les gens puissent, s'ils se saisissent de la vidéo, du live, du replay, en tout cas, qu'ils puissent voilà, continuer à avancer, en plus de tout ce qu'ils peuvent déjà mettre en avant et en exergue, en tout cas. Donc ça me tenait à cœur, en tout cas, de te faire témoigner aussi sur ton expérience. Donc, toi, quand on parle d'expérience négative ou trauma, pour toi déjà, qu'est-ce qui a fait écho vraiment, vraiment? Après, je me doute qu'il y a plusieurs choses. Il y a différentes difficultés que tu as dû rencontrer, comme tout à chacun d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont là aussi pour en témoigner. On est là pour vous écouter aussi. Euh, mais pour toi, déjà, quelle est la notion déjà d'expérience négative? Alors, j'aime pas forcément le mot négatif. Ok, ouais. Mais tout simplement parce que je pense que toute expérience est bonne à prendre et malgré la difficulté que j'ai pu vivre, qui pour ma part a donc été la phobie sociale plus jeune, euh, sincèrement, je ne sais pas si je voudrais le faire autrement. Ça a été très difficile, ça a été la galère, mais je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas vécu aussi ces choses-là. D'où pourquoi, quand on parle du négatif, c'est peut-être négatif sur l'instant, j'ai envie de dire. Agréable. Ouais. Voilà, c'est très désagréable sur l'instant et surtout quand on a l'impression qu'on va pas y arriver. Et c'est vrai que on devient suivant la hauteur de la problématique, ça devient étouffant. On n'arrive plus du tout à avancer, donc on se dit comment faire et c'est là où c'est que ça peut être intéressant après de donner un petit peu des choses pour que ce soit pour nous-mêmes ou aller ne pas hésiter à se faire aider. Surtout aujourd'hui, on a plus de facilité qu'à une certaine époque. Mais c'est vrai que ce côté négatif, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il est peut-être sur un instant avec l'émotionnel. Mhm. C'est plus comme ça que je le vois. Et après, alors bien évidemment, on en parlait la dernière fois un petit peu, c'est ce côté force intérieure qui va peut-être aider, même si par moment, je reste persuadée que même quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de force, surtout en sophrologie, on a tous, on en parle, on parle de ressources et on a tous des ressources dans nous. Peu importe les ressources, on en a tous. Et la moindre petite ressource pourra être ramenée au devant pour pouvoir aider pendant le passage de cette problématique et de cette expérience négative. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois le côté négatif et après essayer de l'utiliser et d'en faire effectivement une forme de résilience. Après, bien sûr, l'avoir passé et dépassé. Et pour ça, il y a plein de choses dont on pourra échanger, dont on peut parler. C'est un petit peu comme ça que moi, j'évalue l'expérience négative. Mais est-ce que c'est réellement négatif après? Je sais pas ce Alors, que tu en penses. Alors, comme tu disais, effectivement, très justement, c'est comme une émotion, finalement, on ne la caractérise pas forcément négative ou positive. J'ai repris ce terme par rapport au titre du live en soi. Oui, 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 complètement. Je te rejoins tout à fait. Moi, je parlerai plus d'expériences agréables et désagréables. Mm. Et après, dans le désagréable, effectivement, il y a des degrés d'intensité. Quand on parle de traumatisme, vraiment, alors tout peut être traumatique, c'est-à-dire que des choses vécues simplement par moi peuvent être très impactantes pour une autre personne. Mais après, quand je parle de petits
petit trauma et grand trauma. Nous, en tout cas, en tant que psychologue, on a tendance à catégoriser quand même, à avoir une classification. Petit trauma, par exemple, ça va être des difficultés telles que, par exemple, des difficultés professionnelles, dans son couple, relationnel, alors que des grands traumas, par exemple, ça va être tout ce qui va être axé viol, maltraitance dans l'enfance, abus dans l'enfance, traumatisé de guerre, attentat. Voilà, on va quand même dissocier le petit T du grand T. Alors, finalement, j'ai l'impression que ça, c'est juste là, c'est le passé un peu plus. C'est axé vachement sur le passé, les grands traumas, Pas, finalement. pas forcément. Enfin, dans Parce que, ouais, l'expérience négative, elle est passée, puisque du coup, la personne est dans son présent et vit aujourd'hui son présent comme passé, puisque l'expérience n'a pas été digérée. Mais dans tous les cas, ça peut être un passé lointain ou un passé proche. et justement, les traumas style phobie, tu les positionnes où? Les phobies. Alors, phobie, dans la classification, on ne parle pas de traumatisme en soi. C'est-à-dire que la C'est racine, un trauma qui a amené la phobie. voilà, c'est-à-dire que, alors, dans l'approche, en tout cas, intégrative dans laquelle je suis, en Oui. tant que Ouais. psychologue, effectivement, on a quand même cette théorie que tout symptôme, dépression, phobie, sont des symptômes en soi, ont effectivement une source traumatique. Mm. Voilà. Donc, il y a différentes théories sur le sujet. Moi, en tout cas, je serais plutôt de cette théorie-là, en creusant un petit peu. Effectivement, il n'y a jamais vraiment de hasard. Ce n'est pas pour rien qu'une personne va déclencher tel ou tel symptôme aussi. On a au moins des prédispositions en fonction de notre structure de base, mais il a été aussi longtemps prouvé aussi par les études, enfin les recherches scientifiques d'ailleurs, que la schizophrénie aussi, dans un très grand pourcentage, il y a des sources traumatiques au déclenchement en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc on a, voilà, on a quand même des données par rapport à la revue de littérature, en tout cas axées quand même sur une source traumatique. D'accord. Voilà, donc phobie, en fait, la phobie n'est juste un symptôme que voilà, de ce qui a pu se passer et ça s'est déclenché comme ça en fonction de la structure euh, psychologique dans laquelle tu es venu au monde, quoi. On a tous une structure de base et on va développer tel ou tel symptôme. Ça peut être intéressant pour les personnes qui passent par là, justement, que Ouais. tu développes un petit peu. Ouais, donc du coup, vraiment, c'est un vrai modèle biopsychosocial du trauma. On a tous une structure de base et celle-ci, on va dire, est aggravée, renforcée ou par le milieu, en tout cas. Donc le domaine vraiment social, l'environnement dans lequel on va grandir. Donc ça va soit venir apaiser la structure ou soit venir la piquer, quoi. Hein, la piquer, Ouais. la renforcer et la déclencher. Voilà. Donc, notamment dans des milieux plutôt insécures, chaotiques, violents, destructeurs. Bon, ben, si on a une personnalité déjà un petit peu sous-jacente à avoir des angoisses, de la phobie, etc., le milieu m'a pas, en tout cas, favorisé à ne pas la déclencher, en tout cas. Voilà. Après, l'être humain, je suis pas pour catégoriser des personnes ou des structures vraiment dans des cases. C'est pas du tout mon énergie. Déjà en tant qu'être humain et encore moins en tant que psychologue. Seulement, la catégorisation et la classification nous aident quand même à ne pas se disperser et à mettre du sens aussi sur ce qui nous arrive. Donc pour ça, je suis d'accord sur la classification. Après, dans le travail psychothérapeutique, non. Ouais, ouais. Je travaille autrement, mais ça permet quand même de mettre du sens, de catégoriser, de classifier. Ok. Voilà, donc oui, voilà. Donc du coup, le but, c'est vraiment de faire quand même un distinguo avec trauma et de définir, parce que je pense que moi, je le vois souvent, tu vois, dans les relations thérapeutiques que j'ai, les accompagnements que j'ai avec mes clients, la définition, ça dit aussi beaucoup. Et on a besoin, tu vois, souvent, je demande à ce que les gens définissent certains termes pour qu'on parte sur les mêmes choses, tu vois. C'est hyper important, en fait, de définir des termes pour mettre Oui, du sens. oui, complètement, oui, oui, oui. Mais même pour l'autre, après, quand on met des mots dessus, moi je vois par rapport à mon parcours, hein, c'est important d'arriver à mettre des termes, mais après ne pas non plus être que ça. Non, tout à fait. Hyper important. Parce qu'on n'est pas qu'un problème, on n'est pas d'ailleurs le problème. Et C'est pas ça,
c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose que je tiens à rappeler parce que de mon bord, quand j'ai eu ma problématique, donc qui a été donc l'agoraphobie et la phobie sociale plus jeune, pour ceux qui pourraient se demander, désolé, hein, Écoute, l'une je l'une fait partie du live, veux pas. hein, dire, elle a envie de s'exprimer, elle vit des petits traumas à sa hauteur en ce moment, donc. Donc oui, je disais pour les personnes qui vont arriver ou qui arrivent ou qui sont là, de mon côté, ça a été donc l'agoraphobie et la phobie sociale qui se sont un petit peu emparées de moi quand j'étais plus jeune, alors que je sortais tout le temps. En plus, c'était à un moment donné de vie où on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui sur que ce soit sur les réseaux ou même dans la vie le quotidien. On n'avait pas la sophrologie n'était pas comme aujourd'hui dans des cabinets aussi accessibles. Euh, Pareil, le MDR, comme moi j'ai découvert le MDR, ça venait d'arriver à Montpellier. Le grand centre de MDR arrivé sur Montpellier, on n'avait pas accès comme aujourd'hui. Et pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour les personnes qui traversent des expériences très négatives, très désagréables. C'est important de dire, vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a plein d'endroits, on en parlait un petit peu, hein, toutes les deux. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut quand même aller un petit peu se réfugier et trouver des choses. Et c'est vrai que à l'époque, quand on a mis, pour reprendre ce que tu disais, quand on a mis des mots au départ, quand même, ça m'a vachement aidé parce qu'on connaissait pas le terme agoraphobie, phobie sociale, c'était hyper inconnu. Et la première fois où une personne m'a dit mais non, vous n'êtes pas folle, parce que je pensais complètement être folle. J'étais une personne qui sortait tout le temps, j'étais DJ à l'époque. C'était waouh, la fête tout le temps, j'étais tout le temps dehors et d'un coup tu te retrouves, tu peux plus sortir, tu comprends pas ce qui se passe et là tu dis mais c'est quoi le délire? Tu fais des attaques de panique, tu sais même pas d'où ça vient. Les attaques de panique arrivent quand tu regardes une télé, euh, presque quand tu es le plus calme. Et là tu te dis mais c'est quoi le truc? Et t'avances dans la rue, d'un coup il se passe des choses, tu sais pas, et là tu dis je deviens dingue, je suis en train de devenir complètement dingue, et je suis persuadée qu'il y a des personnes qui passent sur le live qui ont des crises d'angoisse, elles comprendront totalement, c'est vraiment quelque chose qui est terrible à ce moment-là, et quand on te met, un jour tu vas voir quelqu'un qui te dit pour la première fois, non vous n'êtes pas dingue, il y a un problème d'agoraphobie, de phobie sociale. Ah, et là tu découvres, hein, parce que c'est pareil, hein, à l'époque il y avait que le côté arachnophobie Oui. qui existait, ou allez accessoirement la claustrophobie, voilà. Et c'est vrai que Coucou Samia. coucou Samia. Alors du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis. Oui, vas-y. Peut-être que tu vois, je suis en train de penser que peut-être qu'on va un peu vite, peut-être aux personnes qui rencontrent un événement, en tout cas une émotion, en tout cas une expérience négative, désagréable en ce moment. Là, tu vois, on est déjà dans le processus où tu as réussi à aller demander de l'aide. Mais c'est vrai que quand on est peut-être dans l'expérience qui est souffrance et désagréable, on a tendance peut-être à se replier et à être seul, du coup, Oui, et et puis pas souvent avoir. l'entourage ne comprend pas. Et, le comprend pas et soit il est complètement perdu et il peut être là et poser plein de questions et on n'arrive même pas à répondre nous-mêmes. Ou en tout cas, la personne n'arrive pas à répondre. Soit à contrario, enfin, elle est tellement perdue que ça met des œillères. Hein. Ça peut être. Et c'est ça. Et du coup, toi, par exemple, toi, par rapport à ton expérience, est-ce que tu sais à peu près le délai que tu as eu, que tu as mis pour justement sortir, aller demander en tout cas ta première aide extérieure en te disant, allez, là, ça y est, aujourd'hui, ça suffit, il faut que j'aille consulter, il faut que j'aille trouver de l'aide en tout cas, je peux plus rester comme ça. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a vraiment Ça a commencé? mis beaucoup de temps, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que de mon Voilà. bord, au départ, les crises arrivaient par petites crises. Donc, je pensais que ça allait passer. Il y a déjà ce phénomène. Après, quand t'es complètement, tu commences à vraiment être submergé, tu as peur en fait de le dire. Tu as peur d'en parler. Tu as Hmm. peur, donc tu te retrouves effectivement complètement seul. Après, il y a ce moment où tu te dis bon, il va falloir que j'en parle parce que
ton entourage commence à le voir. Moi, mes parents, j'étais encore jeune, j'avais 17 ans. Mes parents, 16 ans, 17 ans, ça commençait, et 18, un peu plus. Mes parents commençaient à se demander ce qui se passe, ce qui se passait, quoi. Donc, et moi-même, je savais pas. Donc, ça a mis vraiment beaucoup de temps. J'ai commencé à déclarer, on va dire, le mal-être, toutes ces choses-là. Vraiment, c'était très désagréable, ces émotions qui me submergeaient, qui c'était terrible. Ça a dû commencer, je devais avoir 17 ans vraiment, et j'ai commencé à perdre pied, où là je me suis dit, il faut de l'aide, et là je peux plus. Je devais avoir, on va dire, jusqu'à 21 ans, j'ai réussi à vivre avec à peu près, tu vois, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Aujourd'hui, on peut prendre beaucoup plus tôt, et c'est pour ça que je dis tout le temps aux personnes, c'est hyper important de d'essayer de regarder justement ce qu'il y a sur le net, et de ne pas hésiter à prendre des mains à droite à gauche, parce que plus on va le prendre tôt, plus on peut s'en sortir tôt, et en tout cas passer au travers de cet émotionnel qui nous déborde, en fait. C'est vraiment ça. Mais on sait pas où aller. C'est pas. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Quand on est dedans, on a tellement peur. On a peur du jugement, on a peur de ce que l'autre donc va penser de nous, parce qu'en plus, il nous a connus plutôt bien, ou en tout cas Mhm. paraissait bien. Et puis petit à petit, ça se dégrade jusqu'au moment où, donc, peut-être 21 ans, j'ai fait une dernière rencontre vraiment pas agréable qui a enfoncé le clou. Et là, j'ai été vraiment mal. J'ai demandé de l'aide. Donc, d'accord. Donc, de 17 Donc, à 21 ans déjà. 17 à 21, et après, vers 21, 22 ans à peu près, là, j'ai commencé à dire ça va pas. Mais j'ai pas pour autant été voir un psy à ce moment-là. J'ai Oui, demandé de l'aide à l'entourage. À ce moment-là, j'en parlais en tout cas. ça veut dire que tu es sorti un petit peu de ta solitude et là, ça a commencé à réactiver un peu le processus de résilience. Et alors, résilience, tu l'avais finalement pendant les 4 ans parce que tu vivais quand même avec ou plus du tout. C'est là que ça va intéresser peut-être les personnes, c'est comment tu as vécu ces 4 années-là, justement dans le retrait, la solitude, en pensant, en ayant peur du regard de l'autre par rapport à ce qui t'est arrivé, etc. Et je rebondis sur ce que Edline est en train de dire, où elle dit, voilà, je me reconnais totalement dans le fait de mettre des mots. Le simple fait de savoir que j'avais vécu un traumatisme et que non, je n'étais pas folle m'a énormément aidé à avancer. C'est clair, Ouais. c'est clair. Mais c'est énorme. En fait, ça, ce morceau-là, pour moi, ça a été énorme. Mais ça s'est passé, donc, si on reprend là, comme tu expliques, après. Pendant ce moment-là des 4 ans, je ne savais pas, en tout cas pour mon cas à moi, bien évidemment, pour cette expérience de phobie, je ne savais même pas que c'était une phobie finalement. Je sortais, et l'émotionnel, c'était hallucinant. En fait, quand je sortais, pour ma part, je suis hypersensible donc au toucher, à la lumière, tout ce qui est visuel et auditif. Mm. Et c'était ces trois sens chez moi qui se mettaient en mouvement. Et c'était le bruit qui faisait des brouhahas d'un coup, la vue qui se troublait, qui devenait un peu en panoramique presque, hein, c'était terrible. Et c'était fou. Un pauvre jean, je pouvais plus le porter. Je portais un jean quand je marchais dans la rue, du fait des sensations qui se décuplaient, ça me faisait comme si le jean passait à travers ma peau. Mm. C'était hyper désagréable, c'était très très désagréable. Mes sens c'était mais en exergue, c'était vraiment mais exacerbé, plus. On n'avait pas le mot hypersensible, hein. Mm. Donc je ne savais pas. On me disait hypersensible. En tout cas, on me disait ah là là, qu'est-ce que t'es sensible, qu'est-ce que t'es ci, qu'est-ce que t'es là. Oui, Mais et je tiens juste du coup à préciser aussi, là, ce qui se passe aussi pour le cerveau, c'est-à-dire que quand on a un traumatisme, en tout cas, quand il y a une expérience négative ou désagréable ou traumatisme, en fait, il y a une espèce de... Le cerveau fige, d'accord? Ça fait un peu effraction au niveau du cerveau, d'où après le fait que, en fait, il n'y a plus de temporalité. Le ça, peut avoir 5 ans ou 10 ans en arrière, j'ai toujours l'impression de vivre et d'être dedans. Donc en fait, il y a un processus aussi au niveau du cerveau qui permet de figer, qui fige en fait tout simplement. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, ça crée aussi tous les symptômes aussi d'hypervigilance. C'est-à-dire que je suis en hyperactivité, c'est ça. hypervigilance et l'insécurité permanente avec les ruminations voilà, et ça tout le temps quoi. Donc Alors j'ai découvert plus tard, tu vois, que j'avais de l'hyperacousie. Donc forcément, t'imagines bien, sur l'instant, mais je l'ai découvert il y a même pas si longtemps, il y a peut-être 5, 6 ans. Donc c'est vrai que sur l'instant, en tout cas, quand ça se produisait, donc pour revenir à ta question, euh, en fait, parfois, je me mettais dans un coin dans la rue, euh, contre une vitrine, parce qu'en fait, le fait de plus sentir mon jean faisait que je vacillais.
Mm. Donc je comprenais pas. Je me mettais dans un coin et en fait là c'était la solitude. C'était, Ouais, ouais. je nageais complètement et je nageais vraiment complètement. C'était juste terrible et dans ces moments-là, comment j'ai réussi? Alors je pense qu'il y avait mon caractère qui a joué parce que j'étais une personne qui quand même était dans une bonne énergie de base. J'ai toujours aimé rigoler, j'étais marrante, je suis toujours la faux folle, tu vois. Donc il y avait peut-être ça qui quand même aidait et je me disais mais non, laisse tomber, c'est dans ta tête, avance. Tu sais, c'est dans ta tête positif. Ouais, c'est bon, ça a passé. Et puis jusqu'au moment où tu commences à avoir de plus en plus, puis t'arrives et puis t'as des copains qui commencent à te dire mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es palote, t'es blanche. En plus, j'étais vraiment blanche, comme tu peux voir. Hein, je sais pas. Mais avant, c'était pire Je parce vois que j'avais les Méditerranée. cheveux très noirs, tu vois. Donc, j'étais vraiment palote à ce moment-là, certainement. Hein, tu vois, il y avait plus de. Et, euh, et c'est vrai que là, tu commences à te dire, ah ouais, le truc qu'il faut pas te dire, tu sais, Hmm. c'est un peu palote. Ah bon? Non, mais non, non, non. Pas du tout. Et, et là, tu vas aux toilettes et tu t'aides comme ça et tu te mets de l'eau et tu ressors et tu fais genre. Et puis il y a des moments, bah tu pars. Tu pars et tu prétextes des choses. Voilà comment j'ai passé en fait ces quelques années où j'inventais finalement des choses, je prétextais, mais comme je peux entendre parfois en sophro quand je fais l'anamnèse qu'on me raconte finalement, euh, tout le monde fait un petit peu la même chose et c'est juste humain parce qu'on découvre ces choses-là et on a cette crainte et on veut juste pas trop paraître anormal à ce moment-là et ce côté mais qu'est-ce qui se passe je vis des choses pas comme tout le monde alors que finalement on est beaucoup à vivre peu importe phobie pas phobie il y a plein d'autres choses qui existent ce sera pas une phobie, ce sera autre chose et des personnes vont être mal, que ce soit effectivement, comme tu l'as noté, des burn-out, des choses comme ça, des choses peut-être un peu moins intenses, mais qui ont quand même des bases qui vont faire que, enfin, la base va être que la personne va être dans le stress tout le temps, par exemple. Et c'est pareil, hein, c'est invivable aussi hein, à ce moment-là. Ouais, et non, c'est intéressant ce que tu dis. Et je rebondis sur ça aussi parce que souvent dans ces phases-là aussi, enfin, moi, ce que je vois aussi avec les clients que j'ai accompagnés pendant X années, hein, parce que vraiment, le psychotrauma, c'était vraiment ma spécialité pendant des années dans les hôpitaux. Euh, c'est aussi cette phase comme tu disais très bien, d'incompréhension, de ne pas comprendre et un peu de faire l'autruche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se rendent compte, après, avec le travail, etc. Des fois, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, j'ai pas compris qu'à ce moment-là, par exemple, j'étais en dépression, ou qu'à ce moment-là, je faisais un burn-out, ou qu'à ce moment-là, en fait, j'avais tous les symptômes de l'état de stress post-traumatique, mais comme me disait très justement Edline tout à l'heure, en fait, c'est la prise de conscience et la mise en mots qui permettent de mettre du sens et de se dire, mais en fait, Exactement. et ça permet de normaliser une situation finalement désagréable. Normaliser dans le sens, effectivement, je suis pas fou. Mais je reviens sur la période vraiment d'incubation. En fait, pour ceux qui sont là ou ceux qui regarderont le replay, cette période d'incubation, vraiment, elle, elle renferme, en fait. Elle renferme et Complètement. dans l'énergie un peu symbolique, un peu des Amazones aussi, si Amazon, Spartiate, voilà, hommes aussi, hein, très difficile à demander de l'aide parce que justement les personnes qui sont déjà de structure un peu plus on va dire résiliente. On est tous résilients. Ça n'a, voilà, je tiens à démystifier ça. On est tous résilients. Après, effectivement, on a quand même tous des prédispositions en fonction des personnalités. Moi, par exemple, je suis plus sur une énergie yang, donc action, 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 terrain, j'y vais. Voilà, j'ai toujours été comme ça, donc c'est une prédisposition. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus introvertis, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas résilients pour autant. D'accord. Je tiens juste Oui, déjà oui, oui, oui. Non, mais tu fais à bien de le rappeler pour certaines personnes, c'est important. c'est ça. Et c'est vrai qu'en général, les personnes aussi qui sont mal, quand on est mal, on n'a pas envie d'aller demander de l'aide et on fait un peu l'autruche et on se dit, allez, c'est bon, C'est ça. j'avance. Et souvent, hein, quand on voit une fragilité de soi, on se dit mais non, mais non. La fragilité, c'est, enfin, on le sait, hein, que ce soit avant ou maintenant, c'est pareil. Hein, ça n'a pas bougé. On a ce côté, on veut quand même essayer de se dire oui, non, ça va aller parce qu'on veut se le prouver, on veut le prouver à l'autre. Il y a toute une dimension hein, autour de ça. Hein. C'est ça, exactement. Et, et souvent, du coup, c'est ce qui fait que pendant des mois ou des années, des personnes restent dans les symptômes
sans savoir que c'est des symptômes. Hein. Comme tu le disais très justement, on a besoin de mettre des mots, que quelqu'un aussi d'extérieur mette des mots, en général extérieur à la famille parce que, ou aux proches. C'est pour ça que nous aussi, thérapeutes, psy, on existe aussi. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça, demain, ça peut être, quand je parle de psy, mais en fait, comme tu disais très justement aussi, c'est juste qu'à un moment donné, quelqu'un va nous tendre la main et va nous faire réfléchir. Il va y avoir des connexions, quoi. Donc, c'est pas forcément d'aller consulter, mais ne serait-ce que de tourner, d'ouvrir, en fait, d'élargir le spectre. Il m'est arrivé ça, ok. C'est désagréable parce que depuis ça, effectivement, j'ai ça. D'être dans la phase aussi d'acceptation, d'incubation, au final aussi. Hein. J'ai été mal, j'ai pas su demander de l'aide. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de m'en sortir. Et en fait, c'est ça, tu vois, ce truc, comment je récupère un petit peu le contrôle, comment je récupère cette pulsion de vie pour aller trouver et chercher mes outils, mes moyens pour pouvoir, moi, m'en sortir. Il n'y a Oui, pas forcément... pour rebondir, c'est vrai que dans ces moments-là, ce qui peut être pas mal, parce que moi je sais que cette solitude a été aussi parce que je voyais pas de personne qui me ressemblait entre guillemets. Je trouvais pas, tout le monde semblait aller bien, tout le monde, personne n'avait de crise autour de moi, personne. Et c'est vrai que un premier, si on pouvait donner déjà un petit quelque chose là, c'est aujourd'hui on a des réseaux, on a beaucoup de choses. Même si on n'ose pas déjà franchir le cap d'aller voir une psy, sophrologue, coach, peu importe, déjà d'aller chercher sur le net. Et je pense que de trouver des personnes qui nous ressemblent un petit peu, qui ont un petit peu des crises d'angoisse, hein, tout simplement, du stress, enfin qui font un burn-out aussi, peu importe la difficulté. Je crois que c'est intéressant pour soi-même, c'est déjà se dire, OK, je ne suis pas seule. Et même si c'est pas rassurant à 100%, il y a quand même ce côté de dire, OK, Je suis pas seule. je vais peut-être aller voir qu'est-ce qui se dit là. Et peut-être que je vais pouvoir trouver déjà un premier petit truc pour moi-même et qui va peut-être aider à la deuxième petite À la action. deuxième étape. Ouais. Voilà. La première petite étape, c'est déjà de se dire, OK, de pas rester qu'avec soi et de se dire d'être curieux, d'aller chercher avec ce qu'on a aujourd'hui, qui est quand même un bel outil, même si bon, on le diabolise beaucoup. Je trouve que ça reste un bel outil et ça, j'en parle souvent dans mes accompagnements parce que tout le monde maintenant on tourne dans le contresens hein, du réseau où c'est que oui, c'est pas bien, c'est pas bien, mais dans des moments comme ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal parce que il y a plein d'endroits, des forums, que ce soit Insta, Facebook, TikTok, des groupes, des choses comme ça qui peuvent se créer. Il y a plein de choses, des sites qui créent des groupes et aller déjà dans une première action seul avec soi-même où personne ne regarde, si on a peur du regard, et hop, déjà aller regarder, se dire, ok. Et peut-être ça va ouvrir le champ des possibles parce que quelqu'un va parler de quelque chose va dire voilà, moi j'ai vraiment pas réussi à un moment, j'ai fait ça, et ça va peut-être donner l'impulsion pour passer effectivement à la seconde étape. Hmm. Donc finalement, là, depuis là qu'on parle, depuis finalement quelques, je sais pas combien de temps, ouais, quand même déjà, il y a presque une demi-heure. En tout cas, on a déjà donné du coup deux outils. Si je rebondis et que je synthétise pour ceux qui sont là et ceux qui arriveront. Le premier outil, finalement, c'est de casser la solitude, de casser ça, le repli. Sortez en tout cas de cette solitude-là. Deuxième étape, du coup, c'est s'informer, S'informer. échanger. Et là, il se passe quelque chose. On remet le processus en marche. En C'est fait, ça. on remet de la vie, de l'élan, de la pulsion, de vie, en tout cas, de l'énergie pour que ça reparte. Donc, on C'est ça. sort finalement de la sidération, du frozen, comme on dit, on est C'est figé, ça. de la sidération à allez, je rembraye sur quelque chose. Et après, qu'importe, après la main qui sera tendue, c'est en Exactement. mettre cette énergie-là. Hein. Au bout d'un moment, il y aura certainement quelque chose qui fera écho. Même si au départ, on est, imaginons, hein, parce qu'une personne peut arriver complètement, vraiment mal et se disant, ouais, c'est facile, les blabla, mais oui, ça existe. Il va y avoir forcément à un moment donné quelque chose qui va faire écho. Moi, ça a été à l'époque un pauvre forum qui venait de naître, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de forums canadiens sur l'agoraphobie. Et je me suis réfugiée là-dedans et ça a été, mais waouh, Mm. waouh. Et ça a fait à un moment donné écho. J'ai rencontré une personne, je parlais avec elle. Ça enlève de la solitude, ça donne une force, ça amène un petit peu une force et c'est hyper important. C'est hyper important ces choses-là.
Et exactement, et je rebondis vraiment sur l'autre avec un grand A, comme je mettrais l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que quand on quitte vraiment cet état de solitude, mais plutôt dans l'expérience désagréable, parce que la solitude, ça peut être une expérience très agréable aussi. Bien sûr. Là, du coup, on est sur, on va dire, un autre registre. Mais vraiment, l'expérience de la solitude dans le symptôme, en tout cas dans le trauma, effectivement, est très néfaste. Euh, et ça nous permet pas de trouver, en tout cas, solution à ça et à ce qui nous arrive. Donc, vraiment, en fait, je tiens aussi à faire le distinguo dans le traumatisme. Euh, on parle, nous, d'état de stress post-traumatique à partir de 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement T, tu vois. Donc là, par exemple, toi, ce qui a pu déclencher, même s'il n'y a pas forcément, on est des êtres humains, la complexité du cerveau, des fois, on a C'est des clair. traumas T alors, bien définis, et c'est ce qui a déclenché des symptômes. Mais moi, voilà, en tant que thérapeute EMDR, en général, ça n'arrive jamais. Ça, c'est de la théorie, tu vois. En général, la Ouais, et tu sens qu'elle vient pour ça, parce que pour elle, consciemment, effectivement, c'est ça, c'est ce traumatisme ou cette expérience négative ou désagréable qui a déclenché, en tout cas, des symptômes qu'elle a aujourd'hui. Mais quand on fait vraiment l'anamnèse et le retour en arrière sur l'histoire, c'est une accumulation de petits traumatismes qui est arrivé un petit peu à une saturation émotionnelle c'est aujourd'hui. ça. Bah, en EFT, c'est un peu la même chose. On va défaire les fameux petits aspects qui font qu'il y a la grande, ce que nous on appelle un peu la table, où tu as le trauma et l'idée c'est d'enlever plein d'aspects, plein de petits aspects, comme tu C'est dis ça, exactement, pour réussir à débloquer la. c'est ça, exactement. Donc vraiment, ça c'est un vrai travail à faire en tant que psychotraumatologue aussi avant. Et là, il y a aussi tout un sens aussi à ce qu'on va les toucher ou pas. Et c'est là aussi que, comme on disait, tu disais justement aussi que chacun a ses spécialités aussi. Et que là, pour moi, on travaille vraiment du traumatisme quand même assez conséquent. Il faut quand même être outillé et armé. Hein. On ne peut pas faire ça comme ça. Moi, je l'ai vu dans ma pratique aussi. Il y a toute une pertinence aussi. Et une compréhension aussi des choses. Mais du coup, il y a quand même aussi une lignée dans la psychotraumatologie et l'état de stress post-traumatique où tu vois, comme tu le disais toi par exemple, il y a quelque chose qui est venu déclencher à un moment donné ça. Et alors, on va Mhm. parler plus en détail, mais effectivement, j'ai compris et je sais qu'effectivement, c'est un amas de choses et peut-être quelque chose en particulier qui a déclenché ça. Mais pour ceux qui arrivent ou ceux qui regarderont le replay, en tant que, voilà, je me dois en tant que psychotraumatologue aussi de faire le point sur les définitions et les catégorisations, en tout cas, où on va calculer, nous, un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire que 3 mois après l'événement en soi, tu vois, Mhm. T ou grand T. Et en fait, si les symptômes perdurent, c'est-à-dire qu'au début, avant les 3 mois, c'est ce qu'on appelle du stress aigu, tu Ouais, vois. Et en ouais, fait, ouais, c'est tout à fait c'est ça. normal. Hein, c'est tout à fait normal d'avoir tous les symptômes. Mais ça commence à être classifié et catégorisé dans un état de stress post-traumatique, donc un vrai trauma qu'il faut vraiment prendre en charge quand c'est 3 mois plus. À Ouais, partir de 3 mois, si vous avez toujours ces symptômes d'hypervigilance, d'hyperactivité, d'angoisse, de reviviscence, etc., là, effectivement, ça mérite d'être. Il faut consulter. Il faut consulter parce que ça peut au plus tôt vous prenez un trauma, une expérience désagréable, au plus tôt vous traitez un traumatisme, au plus tôt la voie de la guérison est proche. Alors quand je parle de guérison, tu es d'accord avec moi, c'est pas, oui, oui. pas de potion magique avec ça, mais en tout cas un mieux-être et un bien-être, c'est-à-dire que le traumatisme ou l'expérience désagréable appartient au passé et n'est plus forcément d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne crée pas d'amnésie non plus, mais en tout cas on peut vivre avec, comme finalement le fait. Et accepter également, là, c'est bien ce que tu as dit, là, je relèverai aussi le fait d'accepter qu'il faut un peu de patience aussi. Ça prend pas, ça se fait pas en 2 jours, c'est pas vrai. Alors, oui, si c'est un petit, un moment désagréable, mais quand ça commence à être ancré, un peu plus profond, il faut accepter que ça prenne aussi un peu de temps, parce que souvent, moi, j'ai des personnes qui arrivent et qui sont tellement dans l'urgence, qui voudraient
J'aimerais avoir la baguette magique. Parfois, je le dis, tu sais, j'aimerais tellement pour les aider. Je sais tellement parfois ce qu'elles ont traversé, mais la magie, ça n'existe pas. Et c'est un travail sur soi. Et c'est ok de prendre du temps. C'est pas grave tant qu'on avance, même si c'est un micro pas. C'est toujours un micro pas. Et le jour où on arrive à faire le micro pas, par exemple pour moi, c'était le micro pas dehors, mais c'est la révolution, hein. Je veux dire, waouh! Et Et c'est ça. il faut en être content. Je me rappelle mon premier psy qui m'avait suivi. Il m'avait dit, soyez toujours, et ça c'est important, je pense, de le donner parce que ça peut aider, Mm, soyez toujours content de ce mm, petit pas. c'est ça. Soyez toujours content de ça parce que c'est ce qui va vous donner la motivation et la confiance pour faire le deuxième petit pas. Ça. Et là, c'est là l'importance aussi d'être accompagné. C'est-à-dire que Mm. quand tu es seul, tu peux pas avoir un feedback sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu as ça, en relation avec l'autre. c'est Et, ça. et ça, c'est vraiment le premier pas le plus courageux. Je sais que moi, par exemple, les personnes qui viennent me voir, mais déjà, je suis trop contente. Je les Et accueille, oui, moi, je smile, te dis, quand tu les as au téléphone, tu vois, parfois, j'ai des personnes qui me disent, désolé, je savais pas trop, je sais pas si je dis les choses bien, parce que j'ai jamais appelé quelqu'un. Mais je dis, mais c'est parfait, c'est très bien, c'est très, très bien. Déjà, vous avez pris votre téléphone, c'est super, mm, c'est très bien. c'est ça. Et vraiment, et qu'importe finalement le cheminement qui sera fait avec l'interlocuteur en face, le but c'est d'y aller, quoi. Y aller, de prendre la main, d'aller prendre la main de quelqu'un, bam. Et après, comme ça va cheminer, de toute façon, on rencontre d'autres personnes qui nous font cheminer. Des fois, juste une intervention, juste un mot, une phrase, des fois, ça peut suffire aussi. Et bam, tu te relances et tu repars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et d'ailleurs, même si on ne tombe pas au départ sur une personne qui nous parle, il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher parce que parfois c'est juste un feeling qui passe pas avec une personne aussi. Parce que ça, je l'entends aussi par instant et je l'ai vécu moi-même. Alors moi j'ai eu ce truc de me le dire, mais pas tout le monde l'a. Et c'est important de ne pas s'arrêter à une personne qu'on rencontre. Faut pas se dire ah mais voilà j'en étais sûre. Non. Essayer une autre personne, autre chose, quelque chose. Parfois, des personnes vont pas forcément réussir avec la psychothérapie au départ. C'est pas grave, essayez autre chose. C'est pas grave. Peu oui, importe. oui, et après, ça aussi, ça montre aussi, c'est là d'où l'importance de, voilà, j'espère en tout cas, voilà, enfin, en tout cas, chaque rencontre, c'est vrai que moi, j'ai souvent le discours, oui, mais moi, j'ai déjà rencontré des personnes avant où ça marchait pas, etc. Mais je rebondis sur ce que tu disais très justement aussi, on est dans des sociétés aussi, on est dans ce concept d'immédiateté, je veux tout de suite la solution. C'est tellement souffrance que je veux que ça s'arrête tout de suite. Et il y en a d'ailleurs, bah, ils passent à l'acte, hein, pour que ça s'arrête tout de suite. Donc, on est vraiment dans ce truc, c'est tellement grand, souffrance, qu'on veut que ça s'arrête. Et là, voilà, c'est là l'importance d'être aussi tout de suite à la rencontre, qu'elle soit bonne, hein, même si c'est une personne de ton entourage, un ami, un voisin qui te donne une phrase, un mot, c'est important que ce soit la bonne personne à ce moment-là aussi. C'est pour ça que aussi toute cette prévention, comme tu disais justement, avec Internet, les réseaux, tout ça, il n'y avait pas avant, il n'y avait pas. Et du coup, ça peut aussi, d'une, aider la personne qui est concernée dans l'expérience désagréable, mais aussi tout l'entourage. Quels mots je dois avoir, quelles paroles je dois avoir, qu'est-ce que je peux conseiller à la personne qui va mal, etc. Qu'est-ce que je ne dois pas dire aussi. Je pense qu'il y a suffisamment aussi de comptes de développement personnel, de psy, etc. Sur les C'est réseaux, ça. justement pour aujourd'hui avoir les mots qui pourront, en tout cas, peut-être sortir quelqu'un, en tout cas, de cette souffrance et de cette solitude. En tout cas, ce premier pas pour l'énergie, pour l'élan, pour la vie, quoi. La vie, Complètement. parce que quand Complètement. on est trauma, c'est la mort qui règne. C'est-à-dire que là aussi, il y a un distinguo avec petit t et grand t, mais pour ceux qui nous rejoignent, peut-être que voilà, il y en a qui sont concernés par les traumatismes, les grands traumatismes. Ce qui règne, c'est la pulsion de mort, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on a touché de près la mort aussi. Et c'est ce qui est venu faire trauma, effraction et trauma. Donc effectivement, compliqué de venir toucher à quelque chose de la vie, quoi. Parce que la croyance générale, c'est la mort. C'est cette pulsion de mort, c'est ce qui est anxiogène. Voilà, donc forcément, on voit tout noir. Hein. Mais vraiment, voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les outils, on les a déjà donnés. Pour toi, est-ce qu'il y aurait un dernier tips
pour les personnes qui nous regardent, voilà, pour comment dépasser un petit peu ces expériences désagréables, ou même là, ceux qui sont là les personnes qui sont connectées, si vous pouvez d'ailleurs nous partager un petit peu vos expériences. Ouais, même des petites choses, ça serait intéressant. Si vous avez passé quelque chose, comment vous l'avez passé, de quelle manière, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à dépasser un petit peu ça? Alors moi, pour ma part, je pense qu'il y a une part de mon caractère quand même qui a joué, honnêtement. Je le sais, ça c'est indéniable. Le côté Amazon, le petit côté Yang aussi qui est là par instant, hein, il est bien là. Oui, mais on va reprendre quand j'étais vraiment peut-être en bas. Bon, moi, ça a été de commencer une rencontre. Donc, la rencontre. J'ai eu la chance d'avoir une bonne rencontre qui a donné une petite force un petit peu. Et puis après, à l'intérieur, il y a ce côté, et ça, c'est quand tu parles de quand on touche à la mort dans un trauma. Il y a ce côté pareil, quand on est dedans, dans une expérience très négative, selon l'intensité, qui pour moi était donc la phobie, par exemple, où il y avait plus de vie pendant 4 ans. 4 ans quasiment enfermé à H24. Bon, bah, on se trouve des choses, hein, c'est pas le problème. Mais bah, à un moment, c'est d'ailleurs soit on se trouve des choses, donc ne pas hésiter. La musique, l'art-thérapie, la thérapie, voilà, toutes ces choses-là, faut pas se déconnecter de soi en fait. Et ça permet ça aussi, c'est quelque chose qui je pense peut aider. Ne pas hésiter, même bouger, danser si on aime ça, mais rester connecté à soi, ce que nous on appelle la tridimensionnalité, un petit peu, hein. Éviter de trop se désaxer et rester le plus connecté à soi-même pour être un peu ancré et ne pas trop se perdre là-dedans et nager et se noyer. Donc peut-être essayer de ces choses-là aussi, ça peut peut-être aider si on devait amener des tips, encore un peu des outils. Et, euh, et après, quand il y a ces mains tendues, doucement essayer de se dire que prendre du temps, ça peut être donc c'est nécessaire aussi, donc ce temps pour pouvoir avancer et donc se ramener de la confiance petit à petit, se dire que c'est normal que ça prenne du temps. Ces choses-là ramènent la confiance. De se Ouais. dire rien que ça, de se dire c'est ok si ça prend du temps. Je suis pas si nulle que ça, c'est normal, c'est normal. Mon trauma, il est puissant. Ou on va dire, peu importe, à la hauteur du trauma, ça prendra du temps certainement. Et c'est ok en fait, c'est pas grave. Et accepter ces choses-là pour ne pas trop se rabaisser et en tout cas se remonter. Et Oui, après, il y a cette notion de se dire, euh, moi je sais qu'à l'époque, il y a eu ce moment où je me suis dit, bah, c'est ça ou je meurs, quoi. en fait, c'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est ça, très justement, c'est l'acceptation que c'est OK, en fait, que ça va mal et que c'est normal que ça va mal parce que je commence à mettre du sens. Et ce qui m'est arrivé, c'est pas chouette, c'est désagréable, c'est terrible. OK. Et c'est normal que j'ai tout ça parce que j'accepte la vulnérabilité d'être un être humain. Et en tant qu'être humain, je suis un être d'émotion et c'est tout à fait normal. Je suis pas une machine. Donc C'est c'est tout ça. à fait. Et deuxième, effectivement, je te rejoindrai sur ça et je voulais qu'on finisse d'ailleurs sur ça. C'est vraiment la décision. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, petit trauma, grand trauma, effectivement, on ne l'a pas choisi. On ne le choisit pas. Par contre, on a le choix de soit de devenir un sage, soit de devenir un blessé. Et ça, c'est notre responsabilité à nous entièrement. Et c'est là que là, on différencie aussi les personnes et les stades de gens plutôt résilients ou moins. Maintenant, quelqu'un qui est moins résilient ne veut pas dire qu'il ne le sera jamais plus fort. Voilà, non, pas du tout, ça se travaille. Et ça dépend aussi des contextes de vie. Des fois, il peut t'arriver plein de choses au même moment. Souvent, c'est ça. Hein. D'ailleurs, C'est l'expression ça. populaire, C'est vrai. j'ai que des merdes en même temps. C'est ça. Ah, C'est le cycle, la phase. La ça phase. n'arrive jamais tout seul. Voilà. Donc oui, par contre, voilà, c'est, comme tu disais, l'ancrage, quel que soit l'ancrage qu'il soit. Moi, je sais que, par exemple, les projets. Ce qui m'a toujours tiré de difficultés ou des moments, des expériences désagréables, c'est d'avoir une vision sur le futur et des projets. Que ce soit du court terme, moyen ou long terme, il est vrai que quand tu es dans l'expérience désagréable et émotionnelle, tu n'as pas cet élan de vie. Donc, je peux pas me projeter dans 5, 3 ans. Déjà, un an, c'est déjà le bout du monde. Mais en tout cas, court terme, tu vois, OK, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place?
Et l'ancrage, ça vient aussi avec qui vous êtes aussi. Et moi, par exemple, bah, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai 4 ans. Donc, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais lâché. Même si j'avais pas forcément envie, j'étais pas forcément motivée, parce que quand tu vas mal, il y a tout qui va mal. Mais j'essayais de jamais lâcher des points d'ancrage, et notamment, par exemple, le sport. Le sport, ça a toujours été pour moi une soupape vraiment euh, bénéfique, quoi, en tout cas. Donc, vraiment, ce que tu disais très bien, l'acceptation. Donc, de casser, si on répète pour tout le monde, casser la solitude. De casser la solitude, de commencer à s'ouvrir, à prendre de l'information et à se renseigner et Ouais. faire peut-être une première rencontre, en tout cas une première main tendue, quelle que soit la main tendue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? D'accepter de bah, justement Ouais, d'accepter déjà aussi que ça arrive et que ça va prendre du temps. C'est hyper important. Euh, ouais. d'accepter aussi d'aller chercher à droite à gauche sans se formaliser sur une seule personne au besoin, même essayer plusieurs petites choses, parfois ça peut être d'autres choses. Et donc, ne pas se déconnecter de soi au maximum, essayer de rester sur quelque chose. Toi, le sport, encore une fois, le dessin, la danse, peu importe, le yoga, la respiration, peu importe la méditation, peu importe. Parle aux gens, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi je fais du sport qu'il faut faire du sport. C'est pas parce que toi tu fais Ça, du c'est dessin qu'il ça, faut faire du dessin. C'est les choses complètement. que vous faisiez quand vous étiez enfant, en fait. C'est les choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. C'est-à-dire que ça, souvent, les gens me disent des fois, oui, mais je sais pas qui je suis, je sais pas trop ce que j'aime, etc. Ben moi, je pose simplement la question, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu aimais faire? Et là, d'un seul coup, tu te reconnectes à ce que tu aimais, quoi. Et si ce que tu as aimé faire, c'est que tu aimes toujours le faire. C'est juste C'est que tu ça. peux le faire. Mais en soi, Il faut s'autoriser à le faire. Il faut s'autoriser dans ces moments-là, mais vraiment s'autoriser à juste être soi-même dans sa fragilité. Ça aussi, hein, on avait. ouais. Qu'est-ce que dit Evelyne? Qui nous dit, qui nous partage du coup ses tips. Dans l'ordre, je dirais que ce qui m'a aidé, c'est une grosse rage de vivre. Ouais, exactement, la résilience, la pulsion de vie, malgré les pensées de plus en plus sombres. Trouver des gens à qui parler, s'ouvrir, accepter que j'avais été. J'ai pas la suite. Une victime et pas, Ah, alors attends, et pas la responsable de la situation. Chercher de l'aide auprès de thérapeutes, avancer, accepter l'amour de mon entourage, continuer à travailler sur moi, faire confiance. Eh oui. voilà. Et Evelyne m'a fait confiance. Donc, Très belle ouais, personne. Tu t'es bien aidée, Evelyne. Franchement, tu t'es vraiment aidée. C'est plein de super petits outils que tu donnes là et c'est hyper intéressant. C'est vrai que tout ça, ça peut servir et c'est hyper important de le rappeler. c'est ça. Et pareil, ce que j'entends aussi souvent, tu vois, des fois, quand j'ai des clientes qui arrivent, elles me disent des fois, elle me dit oui, mais moi, par rapport à ce que j'ai vécu par rapport à d'autres, peut-être, j'ai peut-être pas forcément ma place avec vous. Je prends la place de quelqu'un parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de créneaux, etc. Et tu vois, cette tendance toujours à minimiser finalement ce qu'on vit. Et non, en fait, ça revient en parallèle avec l'acceptation. Non, en fait, on peut pas se comparer. C'est-à-dire que, comme je disais, demain, je sais pas moi, je me fais à peine et frôlé par une voiture, par exemple, ça peut, moi, me mettre en insécurité par rapport à déjà mon passé ou ce que j'ai pu vivre dans mon passé. Personne ne. Et J'ai de. beaucoup de personnes aussi, hein, beaucoup de personnes dans ce cas-là qui me finalement au fur et à mesure des séances se rendent compte qu'elles ne s'autorisent même pas à avoir une problématique. C'est ça. Donc, alors qu'en fait, si ne minimisez pas vos problèmes, si vous sentez une souffrance et quelque chose de désagréable, vous avez toute votre légitimité à en parler, à aller consulter. Et non, il n'y a pas pire ou moins pire. Nous, moi, tout à l'heure, je parlais de petits et de grands traumas par rapport à la classification en tant que psychotraumatologue. Mais en soi, tout est bien sûr bienvenu pour consulter si vous en sentez le besoin à un moment donné. Bien sûr que non. Il n'y a pas de petites et grandes intensités. Ce qui compte, c'est votre intensité, comment vous la percevez. Voilà. Et après, vraiment sur ce truc de la résilience, de malgré ce qui m'est arrivé, je décide de vivre. En fait, c'est un Ouais. choix. C'est un Mais choix. disons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça m'arrive aussi parfois, hein, je pense que ça t'est déjà arrivé peut-être de le dire, il y a parfois, on peut pas donner, on peut accompagner, on est sur un chemin, mais la seule impulsion réelle, elle vient de l'autre. La seule, vraiment, c'est l'autre qui va mettre l'action. Nous, on est juste là pour
amener quelque chose pour ouvrir le champ des possibles, Oui, en fait. la personne. L'autre, en tout cas, tu parles de la personne qui est Oui, concernée par oui. cette ligne. La personne, C'est elle. malheureusement, on est seul à pouvoir sortir de notre propre problématique. On peut avoir de l'aide, on peut prendre de l'aide, on peut choisir toutes ces choses-là, mais nous sommes enfin, j'ai envie de dire malheureusement parce qu'encore une fois, parfois, ou heureusement, parfois j'aimerais bien aider, mais c'est vrai que euh, finalement, c'est avec qui on est et c'est ce qui va faire aussi que qu'on va avancer plus ou moins vite. Fait toute la puissance aussi. C'est parce que Voilà, c'est nous qui réactivons nos propres ressources et qu'on peut, du coup, exactement. comme tu disais aussi, c'est parce que j'avance step by step et que du coup, je me prouve à moi-même que je peux y arriver, que ça augmente mon degré de confiance en moi, qui Exactement. est d'estime, qui du coup consolide mes ressources positives pour pouvoir affronter encore plus et avoir C'est ça. progressivement ce détachement par rapport à la situation qui était C'est ça. désagréable et vécu comme insurmontable il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et qui aujourd'hui ne fait partie que d'un souvenir, quoi. Et, euh, et ça, Et effectivement, accepter parfois aussi que parfois ça puisse, si ça touche justement de l'anxiété, du stress, et que c'est un petit peu, on sent que c'est un petit peu le talon d'Achille. C'est important de se dire aussi que c'est ok si parfois de temps en temps ça repointe un peu le bout du nez très légèrement. C'est ok. c'est OK. La vie, c'est pas ça. La vie, je dis toujours, c'est un rythme du cœur, quoi. Ça monte, ça descend, et l'idée, c'est de réussir à maîtriser, de pas déborder émotionnellement, de pas, si on retourne, et c'est ok si à un moment, par exemple, par des schémas qu'une personne peut faire tout le temps et qu'elle se retrouve dans des choses un petit peu désagréables. Si c'est au bout d'un certain temps et que ça allait, et puis à un moment, son schéma revient un peu, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bienveillance, hein, pour le coup, vraiment, Souplesse et bienveillance. Nous sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. On ne peut pas c'est appuyer ça. sur et que ça s'en va. Non, il y a des périodes de vie où vous serez plus fragile, heureusement d'ailleurs, mais c'est dans la vulnérabilité finalement qu'on devient de plus en plus fort. Et L'idée, voilà, c'est juste de pas se faire déborder à nouveau et d'ailleurs, si je pense qu'à ce moment-là, la personne a le truc d'aller plus vite chercher un peu d'aide ou réactiver les choses à l'intérieur, ses ressources, aller vite récupérer. Ouh là, elle est en train de partir, je la ramène. mm, Tu vois, et c'est bien et c'est moi je l'explique souvent ça parce que c'est important de s'accepter aussi avec parfois cette petite fragilité qui peut ressortir, ce petit talon d'Achille. C'est ok, c'est pas grave, c'est pas grave. L'idée, c'est juste de pas se faire déborder. c'est ça. Donc du coup, vraiment pour conclure, je pense qu'on va peut-être conclure. Mhm. Carrément. Parce On que a c'est fait. on pourrait parler pendant des heures. Moi, j'adore les sujets comme ça, la résilience, j'adore. Donc, c'est bon. Et ça fait On a déjà donné pas mal de petites choses en plus. 1 heure déjà. Euh, mais vraiment aussi, le message que je voulais donner ce soir, c'est de l'espoir. Il y a des outils concrets aussi qui existent pour s'en sortir. Voilà, ça c'est indéniable. Donc moi forcément je vais parler de l'EMDR parce que le MDR, bon, bah, ça a été l'outil qui a été le plus validé scientifiquement dans la thérapie, en tout cas vraiment en psychotraumatologie. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres outils psychocorporels comme l'EFT que Mhm. je pratique. Aujourd'hui, pour moi, un soignant dans la relation d'aide, en tout cas, se doit d'avoir un outil au XXIe siècle psychocorporel. Aujourd'hui, la parole ne suffit pas et on sait que le trauma est dans le corps. Voilà. Donc, C'est il est ça. pas le trauma est dans le corps, donc il faut qu'on puisse avoir des outils psychocorporels pour pouvoir le traiter. Donc aujourd'hui, c'est juste pour vous dire aussi que voilà, les personnes qui nous regardent, qui hésitent, etc., peut-être qu'effectivement, ça va être la personne aussi qui fera le chemin, etc., la première main tendue ou la deuxième ou la troisième, etc., qui va faire qu'à un moment, vous allez réussir à dépasser ça. Mais voilà, il y a des vrais outils Ouais. qui ont montré leur efficacité vraiment pour les traumatismes, petits, grands. Enfin, moi, j'ai travaillé avec énormément de personnes qui étaient victimes d'attentats, des viols, des traumatisés de guerre. Voilà, ça fonctionne, quoi. Donc, si ça fonctionne pour des grands traumatisés, des petits traumatisés, entre guillemets, je reprends la classification en tant que psychotraumatologue, donc divorce, phobie, et là, burn-out, etc. Tout fonctionne. Oui, Donc, oui,
soyez optimiste, même si quand vous êtes dans la tête dans le trou, c'est compliqué, mais essayez de voir toujours ça. Je le vois dans le deuil, même pour aller plus loin, dans tout ce qui touche aussi pas loin de la mort, où les personnes sont complètement, ne serait-ce qu'en sophrologie, on a de super résultats. On reconnecte le corps, on reconnecte avec ça, avec des sensations, des émotions, des ressentis, on se redécouvre et petit à petit, les choses se mettent en place. Donc, c'est hyper important d'utiliser toutes ces choses-là aujourd'hui. C'est ça. Et après, Tu voilà, m'étonnes. il y a un temps, voilà, le temps Le d'incubation. temps. On n'est pas prêt et on voit même pas qu'il peut y avoir des choses qui s'ouvrent. Mais après, c'est vraiment progressivement quand on sort de ça, de la solitude, et d'ouvrir sa perception et de choisir qu'on peut, comme je le disais, voilà, quelle vie je veux maintenant. Est-ce que je veux vivre pleinement ou pas? Et je pense que ce soir, tu es un témoignage vivant. J'en suis un aussi. Toutes ces personnes, voilà, j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai plus de Ah batterie. oui, je te perds, je suis en train de te perdre. Voilà, Tu vas pas dire stop, t'arrêtes de parler. exactement. Donc voilà, en tout cas, nous sommes des preuves vivantes, et toi, moi, les personnes qui sont là, que nous pouvons nous en sortir et que tout être humain rencontre des difficultés plus ou moins grandes et que c'est OK et que voilà, le but c'est de toujours garder espoir et d'avoir toujours cette pulsion de vie. Donc là, tu vois, en Ah, fait, ouais, la lumière me dit de me taire, le téléphone, batterie aussi. il dit stop ton live, Stop, stop. porte plus là, va-t'en, allez. Bon, en tout cas, je profite des dernières minutes de batterie que j'ai pour te remercier, Ingrid, de ton Merci à toi, témoignage. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment aussi avec toi. J'ai appris carrément. à mieux te connaître aussi et je trouve que c'est ce qui donne aussi tout le charme des réseaux. Finalement, ça part d'un petit message et puis après, voilà, ça C'est part ça, et c'est des ça. lives. C'est génial. Donc, merci vraiment à toi. Écoute, on se retrouve bientôt. J'espère qu'on aura un peu donné quelques petites idées à certaines personnes et que ça aura amené une petite goutte d'eau. Ouais, écoute, on fait en sorte d'eux et on C'est continuera ça, à transmettre nos métiers qui nous tiennent particulièrement à cœur pour contribuer à faire un monde meilleur, en tout cas. complètement. Merci à toi en tout Merci cas. à toi, Ingrid, Merci à vous, ceux qui sont passés. et merci pour ceux qui regarderont, qui prendront le temps de regarder en tout cas ce travail de transmission. Belle soirée à toi, Une belle belle soirée. À bientôt. soirée.